tiens à vous remercier d'être venu ce soir. Nous allons avoir le plaisir d'inviter un ami qui est Joël Mergui. Joël est venu en tant qu'ami pour nous expliquer d'une part ce qu'il représente, ce qu'est le consistoire, répondre à nos différentes questions. Joël est médecin, dermatologue. Il est président du consistoire central et président du consistoire de Paris depuis le 5. Il a été nommé au Conseil économique et social et environnemental en 2012 et, comme vous le savez, il se représente aux élections du consistoire qui auront lieu le 24 novembre. Je vais passer la parole à Joël qui va nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les rouages du consistoire, en gros, comment fonctionne le consistoire, et nous parler des sujets qui, nous, ici, nous ont beaucoup préoccupés, puisqu'on s'en est occupé d'ailleurs avec le consistoire, sur la Shrita, sur l'histoire de la circoncision qui nous tombe sur la tête depuis quelque temps, et tous ces problèmes qui nous tombent aujourd'hui de l'Europe, et qui pose un vrai problème pour notre survie en Europe. Et je sais que Joël s'est beaucoup battu là-dessus, continue de se battre, et j'espère qu'il continuera encore quelques années à se battre pour nous. J'ai bien entendu répondu positivement, et je vous remercie d'avoir me donné l'occasion de parler de ce que j'aime, de ma passion, qui est notre institution consistoriale, le judaïsme, la communauté juive, les juifs, et d'en parler avec vous ce soir. Alors, le consistoire, comme ça a été rappelé, a été créé par Napoléon. C'est une institution, ça a été d'abord la première grande institution fédératrice des communautés juives de France, qui avait pour objet et qui a toujours pour objet de défendre notre culte en France et de pourvoir à tous les services religieux dont aspire la communauté. Ça va de la cacheroute pour manger cachère, des mariages, malheureusement des divorces également, des enterrements, de la gestion d'un patrimoine de synagogues à travers la France. Le patrimoine, ça veut dire que nous avons en France, vraisemblablement sous la responsabilité d'une seule institution, de la fédération du consistoire, le plus gros patrimoine juif aujourd'hui d'Europe. Puisqu'on peut avoir dans d'autres pays, c'est moins centralisé. Napoléon a voulu centraliser, il l'a centralisé en créant le consistoire. Donc finalement, même s'il y a des communautés qui ne sont pas fédérées par le consistoire, qui ne sont pas adhérentes ou qui ne sont pas à l'intérieur de l'institution, on reste à savoir que quand vous pensez à une grande synagogue en France, la grande synagogue de Strasbourg, de Toulouse, de Metz, de Lyon, de Marseille, de Nice, d'Orléans, n'importe quelle ville de France, tout ça c'est le consistoire. Hein. Après, on va trouver d'autres synagogues qui se sont créées après, d'autres oratoires ou des petites communautés, mais quand vous pensez, toutes les grandes synagogues de France sont des synagogues qui appartiennent au consistoire, ce qui crée à la fois une véritable force et à la fois une très grande responsabilité. Indépendamment de ce patrimoine, nous avons comme responsabilité majeure de défendre notre liberté religieuse. Et je dis ça parce que vraisemblablement, c'est ce dont vous attendez le plus que je parle ce soir, puisque c'est vraiment le moment douloureux dans lequel nous vivons ces dernières années. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes et plusieurs challenges au consistoire. Le premier, ça a été au moment de sa création, de fédérer des communautés juives et des juifs qui n'avaient pas toujours un lien direct les uns avec les autres, avec des sensibilités diverses et variées, et de commencer à construire un réseau de synagogues en fonction des lieux où habitaient les Juifs, beaucoup en Alsace au début, ensuite en région parisienne, et il y a eu comme ça des consistoires qui se sont créés. Il y a après toute la formation des rabbins qui a été un enjeu majeur de l'institution, puisque à peu près 20 ans après la création du consistoire s'est créée l'école rabbinique à Metz, qui a eu pour vocation de créer des rabbins dans un esprit de fidélité à la fois à notre religion et de fidélité à la France. Donc c'était des rabbins qui ont été formés à la française et qui restent certainement un exemple majeur dans les différents clergés du monde par rapport à la façon dont ils ont appréhendé le lien avec la communauté, dans leur discours, dans leur formation, avant toujours été une formation intellectuelle majeure, et ils ont réussi à faire ce lien en rappelant que
La devise du consistoire dès son origine, c'est patrie et religion. Donc c'est bien pour redire ce sur quoi a été bercée notre institution depuis le début, c'est-à-dire d'arriver à faire des Juifs de France des citoyens exemplaires sans renoncement à nos règles. C'est pas toujours facile, et on le voit aujourd'hui dans une nouvelle religion qui est en train de s'installer en France, que ce n'est pas facile, et que nous avons eu cet exemple, cette expérience qui s'est faite au fur et à mesure du temps, avec les difficultés que ça a pu représenter, avec les défis du moment, les grands défis qu'on peut représenter, les grandes guerres, qu'on peut représenter l'affaire Dreyfus, qu'on peut représenter des moments où les Juifs pouvaient douter, et à aucun moment n'a été remise en cause la fidélité des Juifs à la patrie, tout en restant respectueux de nos règles religieuses. Parmi les importants défis qu'a eu à relever le consistoire, il y a eu le défi de l'arrivée progressive de différentes migrations de Juifs qui sont venus de différentes régions du monde. On a eu les migrations de Juifs qui sont venus d'Europe, et qui, alors, sur un noyau de Juifs français depuis 2000 ans, noyau qui a bougé, qui a varié, mais l'arrivée des Juifs d'Europe qui sont venus enrichir le judaïsme français était vraisemblablement un des premiers éléments fondamentaux, et je le répète très souvent, le consistoire a été un catalyseur de citoyenneté. Je le répète très, très souvent parce que je le ressens comme ça. Des Juifs qui arrivaient de Pologne, par exemple, qui ne parlaient pas le français, ils ont appris le français parfois à la synagogue par le sermon du rabbin qu'ils ont entendu, et ils ont compris qu'ils devenaient français parce qu'ils se mettaient sur les rails d'un judaïsme français qui existait depuis des siècles. Pareil, après, dans les dernières migrations qui sont arrivées des Juifs d'Afrique du Nord, qui sont arrivés, et l'intégration qui a pu se faire de ces différentes communautés juives qui ont recomposé la communauté nationale, s'est faite justement parce qu'on a eu un lien qui était un lien qui permettait de garder son identité et qui permettait en même temps, et qui a permis en même temps de s'intégrer à la société. Je crois que ça, c'est une force qui est sous-estimée, et il faut le décrire, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Moi-même, je suis arrivé du Maroc. Bon, c'est vrai que j'ai été baigné dans l'Alliance israélite universelle, on était au Maroc, on vivait mais quand je suis arrivé en France, et que je me souviens des premières années où j'allais à la Grande Synagogue de la Victoire, où j'entendais le grand Ben Kaplan, etc., je me suis senti beaucoup plus imprégné de la culture française que même celle que j'avais apprise dans différents pays. Parce qu'on se retrouve finalement, non pas français par adoption, mais français par relation avec d'autres juifs qui me ressemblent, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils font la même chose, mais qui sont là depuis des siècles. Et je crois que ça, cette notion de rail, moi je dis, on se retrouve dans des rails qui existent depuis 2000 ans, puis on arrive, on prend le train, et on prend le train où ? Souvent dans la synagogue consistoriale, qui a permis justement d'accompagner un judaïsme qui s'est construit par strates. Aujourd'hui, le judaïsme français est à son maximum. Et ça, je le répète à la fois avec plaisir et avec inquiétude. Avec plaisir parce qu'on vit le moment où on est au maximum, et je vais vous l'expliquer en 2 mots. Les migrations qui sont arrivées d'Europe ont permis aux judaïstes d'arriver à un maximum avant la guerre. Après la guerre, malheureusement, 76 000 juifs ont été déportés, les communautés ont été décimées, et donc on a reperdu, beaucoup de synagogues se sont retrouvées, beaucoup de communautés se sont retrouvées avec une quasi-disparition. Ensuite, il y a eu l'arrivée des Juifs d'Algérie, d'abord d'Égypte, ensuite d'Algérie, et donc là, à nouveau, un enrichissement du judaïsme français par l'arrivée de Juifs d'Afrique du Nord, d'Algérie, d'Égypte, ensuite d'Algérie, et puis comme les Juifs d'Algérie sont arrivés en France, les Juifs du Maroc et de Tunisie ont suivi et sont arrivés en France. Et on arrive au moment où je vous parle, on va dire au moment où je vous parle depuis 10 ou 15 ans, à l'apogée du judaïsme français, parce qu'il n'y aura plus de Juifs qui viendront d'Europe. Il n'y a plus de Juifs en Europe qui viendront en France. Il n'y a plus de raison que des Juifs viennent, les Juifs ne vont pas venir d'Angleterre en France, hein, le mouvement se fait plutôt dans l'autre sens. Et puis dans les autres pays d'Europe, il y a trop peu de Juifs pour que ça soit un réservoir réel. Les Juifs d'Italie resteront en Italie, mais non pas en France. Les Juifs d'Allemagne resteront en Allemagne, ils sont plutôt en train d'aller en Allemagne de différents pays. Donc il n'y a plus de Juifs qui viendront d'Europe, et puis en Afrique du Nord et dans les pays arabes, il n'y a plus de Juifs.
juifs. Il reste 2 ou 3 000 juifs au Maroc et peut-être 1000 juifs en Tunisie. S'il y en a de tout cela, 500 ou 1000 qui viennent en France, ça sera le maximum. Les autres iront dans d'autres pays. Donc ça veut dire qu'on est aujourd'hui numériquement, il faut bien le penser, et je le répète, je l'ai répété à tous mes intervenants politiques, parce qu'il faut... Pourquoi je dis ça? Parce que le calcul qui se fait aujourd'hui dans les parallélismes qui se font entre les communautés juives et musulmanes, c'est qu'on a une communauté sur laquelle on s'inquiète de son augmentation, parce qu'on se dit comment on va faire, et bien, ils étaient tant de millions, maintenant ils sont tant, ils vont être tant. Nous, il faut s'inquiéter de savoir combien nous serons dans 10 ans, dans 20 ans, parce que nous serons de toute façon moins nombreux. Nous sommes aujourd'hui au maximum numérique de notre communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de juifs qui viendront d'ailleurs, donc nous n'avons plus qu'à compter sur nos propres ressources internes. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous parler des défis réels de notre communauté. Le défi réel, c'est que nous avons un phénomène extraordinaire, qui est celui de la Aliyah. On a tous dans nos familles des membres de nos familles, de nos communautés qui partent en Israël, donc ça c'est le maximum de la recherche de l'identité, qui se disent finalement leur bonheur est à Jérusalem, leur bonheur est en Israël. Donc ça fait une partie des Juifs qui partent en Israël, 2000 environ par an. C'est pas 2000 sur les 500 ou 600 000 que nous sommes. Il faut bien repenser. Parce que 2000 sur 500 000, ça paraît rien. Mais c'est 2000 sur les 50 ou 100 000 par active réelle de la communauté. Et là, ça devient beaucoup. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, il y a 20 000 juifs impliqués dans la communauté, c'est-à-dire qui étaient dans votre loge, par exemple, qui étaient dans la communauté de nos gens, qui étaient dans la communauté de Montrouge. Dans chacune des communautés, on sait quels sont les juifs qui sont partis. Il y a ceux-là qui sont partis, ceux-là qui sont partis, ceux-là qui sont partis. Et donc, il manque à l'appel. Ils sont bien là où ils sont, on est heureux qu'ils soient là-bas, mais il manque à notre communauté. Donc, dans le flux, quand on se dit on est au judaïsme maximal aujourd'hui, on sait qu'il y a premièrement des juifs qui vont partir en Israël, et ça c'est vraisemblablement une réussite pour la communauté juive de France, de leur avoir donné une telle envie d'épouser le judaïsme qu'ils vont jusqu'au maximum. Et parallèlement, il y a l'échec. C'est ceux qui perdent leur identité. Et là aussi, c'est un flux permanent de gens qui ne se sentent plus ni intéressés par la synagogue, ni intéressés par le nébrite, ni intéressés par la viso, ni par ni par la Shoah, ni par l'histoire d'Israël. Des vues qui se perdent. Et ça, à côté de ça, il y a l'espoir. L'espoir est le suivant. C'est que dans la situation dans laquelle est le judaïsme aujourd'hui, vous allez vous y reconnaître dans ce que je vais dire tous, on a tous un lien personnel encore avec le judaïsme, avec une force du judaïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont arrivés d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, tous les juifs qui vivent en France ont un lien encore fort avec le judaïsme organisé. Même ceux qui ne sont pas là, même ceux qui ne sont nulle part dans la communauté. Parce que tous ont soit en mémoire leur famille d'Afrique du Nord, parce qu'ils sont arrivés, ils sont encore les enfants ou les petits-enfants d'eux, et ils ont donc encore cette mémoire. Soit ils ont en mémoire les histoires de leurs parents, grands-parents, par rapport à la Shoah. C'est-à-dire, quel que soit le côté dont on prend, et ça nous concerne tous, même si on n'est plus rien, on ne devient rien. On s'est marié avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté, on a des enfants qui ne sont pas dans la communauté, mais ce lien, il existe encore. Dans une génération, il n'existera plus. Parce que la génération des enfants ne se souviendra plus, ou n'aura plus la mémoire des grands-parents qui ont vécu en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou en Égypte. Je parle de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est parce qu'on est à un moment clé, où effectivement, nous sommes donc au maximum numérique de notre communauté. Les risques que nous avons sur le futur, c'est la perte d'identité d'une partie de notre communauté. Et donc là, c'est l'enjeu majeur que nous avons tous ensemble, réunis, et c'est l'enjeu majeur qu'a le consistoire, c'est de tout faire pour que ceux qui ont un peu plus d'identité, qu'on arrive à la conserver, à la maintenir, à la préserver. Alors, au-delà de tout ce que je venais de vous dire, des missions du consistoire, je n'imaginais pas, effectivement, quand j'ai pris, tu le disais, la présidence du consistoire en 2006, c'était à cette époque-là, présidence du consistoire de Paris d'abord, je n'imaginais pas
qu'il y aurait, je venais de vivre en tant que responsable communautaire, j'étais déjà vice-président du consistoire et de Paris et de France, et très impliqué dans le département des Hauts-de-Seine, j'avais créé une école. Je venais de voir depuis quelques années la montée de l'antisémitisme, l'antisionisme. Donc depuis les années 2000, on avait vu ça monter. Mais au moment où je prenais la présidence du consistoire, parce que là on est devant une campagne électorale, on est en train de mettre des slogans, on cherchait qu'est-ce qui allait attirer, je me rappelle en 2005, et j'ai revu notre plaquette en 2005, on cherchait qu'est-ce qui allait attirer les lecteurs pour voter pour nous. On disait aujourd'hui, les gens ils sont préoccupés par quoi? Par l'antisémitisme et leur sécurité. Mais on se dit, c'est pas tellement le job du consistoire, c'est plutôt le job du CRIF. Alors le mettre sur des plaquettes, ça faisait bizarre. Et à l'époque, on était devant, je me souviens de cette interrogation. À aucun moment, on imaginait marquer la défense de la Shrita, la défense de notre liberté religieuse. C'est pour vous redire, quand on reprend 2006, c'était pas un sujet. C'était pas un sujet. Ça existait, il y avait des petits problèmes parfois pour certains fonctionnaires, pour le Shabbat, pour les fêtes, c'était pas le sujet. C'est pas le sujet. Et en 2006, je me souviens, en 2007, j'ai eu le privilège de mettre en place le bicentenaire du Grand Sanhédrin, puis du Consistoire. On a essayé de faire ça de façon importante, non pas pour faire des grandes cérémonies. C'était parce qu'il était important pour moi de rappeler à la France que nous ne venions pas d'arriver. C'était important pour moi, dans un moment où les recherches d'identité se font, les parallélismes se font, de redire les Juifs sont là depuis 2 siècles. Ils ne viennent pas d'arriver. On n'est pas en train de demander des droits, on demande des droits parce que ça fait 2 siècles qu'on respecte nos devoirs. Et donc, c'était important de replacer le judaïsme français à un moment de son histoire. En 2007, et j'ai recherché dans mes interventions, devant Bertrand Delanoë, je signalais le problème qu'on commençait à avoir dans les cimetières, et qu'on avait depuis maintenant quelques années dans les cimetières, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il n'y ait plus de cimetières confessionnels, et on voulait commencer à mélanger les tombes de nos défunts avec... et j'avais dit, si on ne peut pas mourir dignement en France, on ne peut pas rester vivant en France. Et je le revendique encore aujourd'hui. Si jamais, parce qu'on m'a interrogé ces derniers jours, on a commencé à faire circuler le bruit qu'on a incinéré nos morts ici, ce qui est faux. Hein, et j'ai dit, si jamais on arrivait à cela, on ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut pas enterrer nos morts. C'est clair. Et tout de suite, avec Bertrand Delanoë, on a trouvé des solutions pour régler le problème des cimetières. Un an après, François Fillon était pour la première fois dans l'histoire de notre institution, nous avons donné la parole à un homme politique à la Grande Synagogue de la Victoire, en tant que Premier ministre, pour le bicentenaire de notre institution. Et dans mon intervention, c'était la première fois, je pense que ça doit être à peu près la première fois qu'un responsable de la communauté juive intervenait sur le sujet, je faisais une alerte sur les difficultés qu'on commençait à rencontrer sur les attaques sur la Shrita. Donc ça veut dire qu'avant 2007, il n'y avait pas, et je me souviens qu'en 2007, dans la première année de mon mandat, j'avais reçu une lettre d'association de vétérinaires qui me demandait des explications. J'étais allé voir Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, qui voulait trouver les mots là-dessus. J'étais allé l'accompagner du grand rabbin Fison, que je connaissais à peine, mais je savais qu'il était vétérinaire, donc je lui ai dit, venez avec moi pour qu'on arrive à défendre ce dossier. Donc on était devant des prémices, et j'avais alerté, parce que ma responsabilité, c'est de sentir ce qui va se passer. Donc j'avais alerté sur ce sujet-là, et j'avais eu à l'époque une réponse de François Fillon en disant il n'y aura pas de problème sur la Shrita, etc. Depuis, ça a été 5 ans, minute jusqu'à aujourd'hui, de travail. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où nous n'intervenons pas quelque part, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe, que ce soit nous, on a réuni maintenant à plusieurs reprises les représentants des différentes communautés juives d'Europe, parce que je parle de démographie. Parallèlement à la démographie, il y a un autre enjeu qui se crée. C'est que le complexe européen de la Shoah, il a disparu. Il était vrai jusqu'à il y a 20 ans, moins vrai il y a 10 ans, et aujourd'hui, bon, ça va. Vous n'allez pas nous continuer à nous embêter avec votre histoire. Et donc,
on est arrivé à l'inverse. À l'inverse. Ça veut dire quoi, combattre l'abattage rituel? Ça veut dire finalement ces juifs qui se plaignent d'avoir été maltraités, exterminés, finalement ils maltraitent les animaux. Et puis, ils mutilent leurs enfants. Donc on est décomplexé de la Shoah, donc on ne va plus aujourd'hui mettre un mur de protection sur nos valeurs identitaires, mais pire encore, on va commencer petit à petit sournoisement à nous désigner comme barbares ou comme des personnes qui maltraitent leurs enfants. Et ça, c'est intolérable. Et ça, je ne peux pas le prendre. Et ça, je ne peux pas le laisser passer. Parce que nos droits et notre liberté religieuse en Europe n'est pas négociable. À un moment, j'ai commencé à dire, si jamais on ne nous laisse pas, on partira. Non. Non. Ceux qui ont envie de partir peuvent partir. Ma responsabilité, c'est pas de dire aux Juifs de partir. C'est de dire au gouvernement français et aux responsables en Europe que nous avons trop payé de nos vies d'être sur ce continent. Personne ne nous obligera à partir et personne ne nous obligera à modifier nos règles religieuses. Mais il faut que nous y croyions. Il faut que nous soyons les principaux défenseurs de notre identité. Nous sommes aujourd'hui dans le début du mois de Kislev, qui est le mois de Hanouka, qui est précisément le mois de la victoire du peuple juif contre ceux qui ont voulu nous assimiler. On a voulu à un moment nous empêcher d'étudier la Torah, nous empêcher de manger kasher, nous empêcher de faire la circoncision à nos enfants. C'était ça, l'époque de la... Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Et ça a existé à plusieurs étapes de notre vie. Alors l'espoir, il est où? C'est que ça existait il y a 2000 ans. Et on est encore là. Donc ça existera encore, et on sera encore là. Il faut simplement que nous y croyons. Et je voudrais dire, parce que je suis persuadé que tous ceux qui sont là, sinon ça ne serait pas juste. Plutôt tous ceux qui sont là, il y en a plusieurs parmi vous qui ne mangent pas kasher. Mon rôle n'est pas de juger, chacun fait ce qu'il veut, et je vais y venir. Par contre, aujourd'hui, on est dans un enjeu majeur. On veut nous empêcher de manger kasher. Et je crois que la solidarité des Juifs, c'est de se dire parce qu'on veut nous empêcher, alors vous ne mangez pas kasher. Non, on va manger kasher. Je raconte souvent l'anecdote que j'ai eue quand je me souviens quand je suis arrivé en France. J'étais à Legno, rue Michel-Ange, et il y avait une campagne de boycott de Jaffa, des produits, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à 30 ans, ça s'est revenu plusieurs fois. Et je me souviens, on avait tous les jeunes la consigne d'aller dans les supermarchés demander des oranges Jaffa. Et on avait passé ça spécial pour que les supermarchés se disent finalement on a besoin d'acheter des oranges Jaffa et je me souviens, ça m'avait marqué, je ne sais pas combien de supermarchés j'ai vu, vous avez des oranges Jaffa, vous avez des oranges Jaffa. J'avais 17-18 ans et je faisais ça avec beaucoup de plaisir. Mais de la même façon, je crois que si tous les juifs se disaient on va manger que kasher, ben vous imaginez déjà le poids qu'on aurait, il sera quand même plus important. Kasher dit bien entendu, mais kasher c'est important. Donc non, je disais ça parce que tout le monde va continuer à circoncire ses enfants, ça n'aura pas de problème, j'espère. Et la victoire que nous avons eue pendant ce mois de Kislev, ces lumières que nous allumons, c'est justement la victoire contre ces paramètres qui voulaient nous assimiler et qui ont fait que les valeurs que nous portons jusqu'à aujourd'hui, eh ben, nous les portons encore, et nous continuerons à les porter. Et aussi longtemps que j'aurai à porter la voix de la communauté juive, je continuerai à les défendre avec beaucoup d'ardeur et de conviction. Je ressors tout à l'heure d'un entretien que j'ai eu avec Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, parce que le combat sur la Shrita, c'est quasi permanent. Il y a des réunions dont on entend parler qui sont médiatisées, et il y a tout ce qui n'est pas médiatisé, tout ce qui se fait dans les couloirs, et je lui ai dit quelque chose que j'ai, je crois, écrit peut-être quelque part. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi le débat que j'ai pu avoir avec Laurent Mafison au Sénat avec une sénatrice qui porte un nom particulier, puisqu'elle s'appelle Goy Chavant, et qui, je lui ai dit, je suis ressorti de ce débat, ça fait 5 ans que je me bats pour
notre liberté religieuse en général, particulièrement pour la Shrita. Mais je suis sorti un peu traumatisé par ce débat. Je pense qu'on l'a bien tenu, le débat, on a dit ce qu'il y avait à dire. Mais d'avoir devant nous une sénatrice au Sénat, avec quelques sénateurs dans une commission, avec autant de mauvaise foi, on lui disait des choses et on sentait qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Et je me suis dit finalement, ça, ce sont des élus de la République, ce sont eux qui font les lois, ce sont eux qui font les règles, et ils ne nous entendent pas. Alors c'est vrai qu'on ressort en se disant, on doit être encore plus fort, encore plus organisé, encore plus unis. Et alors je disais, j'étais président du consistoire de Paris en 2006, puis président du consistoire central en 2008, et j'ai considéré qu'il était important que le consistoire soit une institution forte. Parce que notre responsabilité, c'est d'être lucide sur l'avenir. Je viens de vous donner quelques paramètres sur les risques de perte d'identité, les enjeux que nous avons de rassembler notre communauté, de la faire revenir vers nos valeurs. Mais parmi ces paramètres, c'est d'essayer de tout faire pour éviter que notre communauté ne se divise. Or, on est plus que n'importe quel peuple, plus sensible au risque de nous affronter. C'est comme ça. C'est inhérent à notre sensibilité. On est là, on s'engueule dans nos familles, on s'engueule dans nos associations, et il suffit qu'il y ait un défi réel, là on se réunit. Et il faut se réunir en n'attendant pas les défis réels, parce qu'il faut s'organiser. Et j'ai pu vivre en tant que vice-président du consistoire, des consistoires de Paris et de France, sur les querelles intestines qui ont existé pendant des années entre le consistoire de Paris et le consistoire central. À un moment clé, nous avons vu... Alors, clé, oui et non. C'était le moment de la montée de l'antisémitisme, et ce n'était pas obligatoirement la vocation du consistoire de s'occuper de l'antisémitisme. Donc la division interne du consistoire a permis au CRIF d'être plus présent sur cette arène de l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, l'enjeu du 2013-2014, c'est bien sûr encore l'antisémitisme. On ne va pas oublier ce qui s'est passé à Toulouse, on ne va pas oublier qu'on doit protéger nos synagogues, qu'on ne peut plus se promener sans avoir peur de se faire insulter. Mais parallèlement, il y a un enjeu nouveau, qui est celui de notre liberté religieuse. Et ça ne peut être porté par personne d'autre que par des gens qui savent ce que c'est que manger cachère, que l'importance qu'il y a de ne pas faire de ne pas étourdir la bête avant la shrita, parce que c'est un principe religieux. Dès si on n'a pas vraiment conscience de l'importance, on va se dire, mais oui, ils ont peut-être raison, peut-être que ça fait souffrir la bête, et peut-être finalement ça fait souffrir le bébé à 8 jours, alors il faut peut-être lui faire la brit mila à 15 ans quand il donnera son accord, ou peut-être qu'il faut le faire d'une autre façon, etc. Je veux dire, si on n'a pas la conviction profonde de ce que ça représente, on peut céder. Et donc c'est un combat qui doit être celui du consistoire. Et si c'est celui du consistoire, le consistoire ne peut pas se permettre d'être divisé, alors qu'on doit être dans une réelle nécessité de cohésion et de rapprochement. J'ai vécu, avec beaucoup de douleur, de rentrer du consistoire de Paris, où c'était la guerre contre le central, de rentrer ensuite dans le conseil du central, où c'était la guerre contre le Paris, et on ne savait pas comment chacun allait affûter ses armes. Et quand j'ai pris la présidence du consistoire de Paris, j'avais qu'une idée en tête, comme un enfant qui voit ses parents se déchirer, et qui, le jour où il se marie, il a envie d'avoir un mariage réussi pour ne pas justement reproduire ce modèle qu'il a. Le jour où j'ai pris le consistoire de Paris, je me suis dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que le consistoire de Paris et le consistoire central fonctionnent ensemble. On a commencé avec le président Jean Calle à travailler ensemble sur différents projets. Quand il ne s'est pas représenté à la présidence, j'ai pris la présidence du consistoire central. C'est vrai que j'étais devant un enjeu, on va dire, je vais être le roi des Juifs en étant président des deux institutions. Mais je préfère qu'on me critique et d'être plus performant dans ce que j'ai à défendre. Critiquez-moi, je veux être le roi des Juifs, je m'en fiche. Je veux être super puissant, et alors? Vous voulez un président faible ou un président puissant? Il faut se poser la question. Vous voulez quelqu'un qui va dire A au ministre de l'Intérieur, et l'autre qui va lui dire non, c'est pas A, c'est B. Et on va continuer ces combats, juste pour ne pas dire quelle est l'institution juive en France aujourd'hui, les Brites inclus, qui a une antenne parisienne plus importante que l'antenne nationale. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Le CRIF. Est-ce que le président du CRIF accepterait qu'il y ait un président du CRIF parisien qui représente les 3/4 des Juifs de France, et le président du CRIF, il représente tous les Juifs? Le Fonds social, les briques, la viso, il n'y a pas une institution. Le EGIA, il n'y a pas une institution qui a une antenne parisienne. Alors le consistoire a été fabriqué comme ça. Et donc on a eu ces affrontements permanents
Est-ce qu'il faut revoir les statuts? J'en sais rien. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, devant cet enjeu, je préfère être critiqué, qu'on me dise que je cumule. Vous voyez, les avantages, on cumule. Hein. Il y a un salaire là, un deuxième salaire là, une voiture là, une deuxième voiture là, un chauffeur là, un deuxième chauffeur là. Il y a tellement d'avantages à cumuler. Et je crois qu'on cumule surtout des agressions. Mais au moins, je suis sûr que quand je dis quelque chose au ministre de l'Intérieur, j'ai pas un autre président de consistoire qui risque de venir dire l'inverse. Quand je dis quelque chose au président de la République sur ces sujets-là, ben, je risque pas d'être contredit. Et certains parlent de savoir qu'il est fondamental que le CRIF continue. Je vais parler de quelques mots de ce qui se dit en ce moment, puisqu'on est là pour réfléchir sur notre avenir. C'est fondamental que le consistoire soutienne le CRIF. Mais c'est fondamental que le consistoire continue à être fort pour défendre la liberté religieuse. Chacun son job. Et si demain, le consistoire se redevenait divisé, moi ça me choquerait plus. Parce qu'on dit, il y a le défilé, comme si on passait notre temps, vous voyez, chez le président de la République, chez les ministres. Que le président du CRIF soit reçu par le ministre de l'Intérieur, et que le président du consistoire soit reçu par le ministre de l'Intérieur séparément. C'est mieux quand on est ensemble, si on a des sujets ensemble. Malheureusement, les drames qu'on a eu à vivre ont fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Mais parfois, moi, j'ai des sujets à voir avec le ministre de l'Intérieur, et d'autres sujets qui ne sont pas le président du CRIF. C'est pas très grave. Mais si demain, le président du consistoire de Paris est reçu séparément par le ministre de l'Intérieur du président du consistoire central, vous imaginez l'image que ça donne dans la communauté. C'est ce qu'on vivait avant. Hein, c'est ce qu'on vivait avant. Ah non, c'est moi qui dois y aller, ah non, c'est moi qui dois y aller. Moi, je représente tous les juifs, non, mais moi, je représente la plus importante que... Ça suffit de ces combats. Ces combats sont des combats d'avant. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une communauté rassemblée, une communauté unie, et puisque j'ai la responsabilité de porter la voix de la communauté avec le grand rabbin, et que si jamais je fais une erreur un jour, ben vous serez là pour me le rappeler et pour me le dire. Alors c'est à moi de définir ce que il me semble les meilleurs moyens pour y réussir. Je vais donner 2 exemples sur aussi cette cohésion, qui ne concerne pas Paris Central, mais concerne la cohésion des Juifs. Il y a 3 ans, les concours de Centrale et des Mines sont tombés pendant la fête de Pessah. 2 jours de fête de Pessah. Et en général, on trouve des aménagements avec les ministères, des aménagements qui permettent aux étudiants de passer leurs examens dans certaines conditions, en respectant l'équité par rapport aux autres étudiants. On a commencé à chercher, à trouver ces solutions avec Valérie Pécresse, qui est une amie. On a trouvé des solutions pour Centrale et les Mines, et puis finalement Mediapart, qui aime bien faire a dit Sarkozy va aider les Juifs pour les examens, c'est pas normal, etc. Et donc tout ce qu'on avait mis en place est tombé à l'eau. Valérie Pécresse m'a appelé en me disant bon, ça va être compliqué, si on maintient, on risque d'avoir des recours, donc bon. Et puis elle me dit quelque chose, elle me dit, parce que vous savez, on a fait circuler beaucoup de bruit sur Joël Mergui, elle a charédisé la communauté, moi je suis ultra orthodoxe de la communauté, vous voyez pas, et donc elle me dit, on me dit que tu es très dur, tu es très orthodoxe, et que finalement tu m'as demandé pour les examens que les étudiants ne pouvaient pas composer pendant 2 jours pour Pessah, donc tu es plus orthodoxe en Israël, où ils ne font qu'1 jour et vous faites 2 jours. Allez expliquer à un ministre, alors je décrypte pour ceux qui ne connaissent pas les règles religieuses, en diaspora c'est 2 jours de fête, en Israël c'est 1 jour, ça n'a rien à voir avec le niveau religieux, c'est une règle religieuse. Quand vous êtes, et elle me dit, c'est un haut responsable de la communauté juive qui m'a dit ça, je ne sais pas qui c'est, je me doute, je ne sais pas qui c'est, mais quand vous vous retrouvez face à ce double discours, donc cette discrédité, et vous vous retrouvez à... Alors je lui ai dit demander au grand rabbin de France, qui a confirmé effectivement ce que je venais de dire, mais c'est pour vous dire combien c'est important, la parole ramassée, la parole libère. On a eu avec Gérard à plusieurs reprises des réunions avec les préfets, on doit défendre des petites choses qui pour peut-être beaucoup d'entre vous paraissent ridicules. Par exemple, aujourd'hui il y a de plus en plus d'immeubles dans lesquels c'est presque pour quelqu'un juif réellement pratiquant de rentrer parce il y a des codes, il y a des lumières qui s'allument, etc. Alors quand vous dites à un préfet, essayez de trouver des solutions pour qu'on puisse avoir une clé mécanique, et que vous avez une autre personne qui est dans la même salle, un autre juif responsable, oh c'est des bêtises ça, c'est que
retrouvez là, vous êtes en train de défendre certains qui... Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vous ai parlé de démographie tout à l'heure. Si tous ces juifs qui ont une pratique plus forte quittent la France, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le message français, tous ceux qui sont en train de s'y lier disparaîtront totalement. Parce que tant qu'il y a un noyau dur, on peut se permettre d'être laxiste. Parce qu'il y en a qui gardent le temple, si on peut dire. Il y a les gardiens du temple, il y a ceux qui allument la lumière à la synagogue tous les vendredis, tous les samedis. On n'y vient jamais, mais elle est là. Et le jour où on a besoin d'y venir, elle est là. Mais si ceux-là, qui ont besoin effectivement de manger strictement cachère, qui ont besoin qui ne portent pas le Shabbat, qui ont besoin de respecter le Shabbat et les examens, qui ont besoin d'avoir une clé mécanique pour entrer, si ceux-là s'en vont, ben la lumière de la synagogue, elle faiblit. Et ceux qui sont très éloignés ne voient plus de lumière et ils disparaissent. Et on les perd. Donc il faut qu'il y ait à la fois ces juifs qui tiennent le temple, et c'est ma responsabilité de les défendre. C'est ma responsabilité de les défendre, même si je ne fais pas tout ce qu'ils font. Et à la fois, c'est ma responsabilité en tant que juif pratiquant, et c'est la responsabilité des plus pratiquants, de garder la main tendue à ceux qui ne font rien. C'est ça, notre peuple. Parce que dans nos familles, nous avons des enfants, ils ne font pas tous la même chose. Il y en a qui deviennent très pratiquants, qui ont la vaisselle trempée au mikvé, etc., et l'autre qui ne fait plus rien. Ben, si celui qui ne fait rien, il ne peut plus s'asseoir à la même table que son frère, ben, on a perdu la famille. Et ben, c'est à nous de trouver les moyens que celui qui a la vaisselle trempée, on s'assoit à côté de lui, même si on n'a pas la vaisselle. Il faut trouver toutes les astuces. Et c'est la force du consistoire. La force de notre institution, c'est que dans nos synagogues, on arrive en voiture le Shabbat, personne ne vous dit de partir. Hein? Et on arrive avec les paillasses et les tzitzikatan, personne ne nous dit de partir. Et il faut qu'on arrive à garder, justement, rassembler toute cette famille dans un moment où les débats internes à l'intérieur de la communauté peuvent faire fuir certains, mais tant qu'on est à l'intérieur de la maison, les uns à côté des autres, ben, tout est possible. À partir du moment où on s'éloigne, la lumière peut faiblir, et le miracle de Hanouka ne peut plus servir à rien. Donc, nous allons continuer à défendre notre identité, nous allons continuer à défendre toutes ces valeurs fondamentales. Il sera de ma responsabilité, j'espère ne jamais avoir à le faire, de dire à la communauté juive de France, si un jour je sentais qu'il y avait péril dans la demeure, effectivement qu'on incinérait nos morts, qu'on avait pris des coups d'église d'agriculture sur la Shrita, que je dirais notre avenir n'est plus là. Je ne le pense pas comme ça aujourd'hui. Je ne le pense pas comme ça parce que si nous partions, et en particulier si ceux qui sont là, c'est-à-dire si ceux qui sont rattachés, encore d'une façon ou d'une autre, au judaïsme partait, on perdrait dans le potentiel du judaïsme la moitié des juifs de France. Parce que la moitié des juifs de France, qui ne sont dans rien, qui sont juifs, je parlais, qui sont encore attachés au judaïsme, dont la lumière peut encore se réveiller, et qui sont là. Je finirai cet exposé par une histoire que j'ai vécue et que j'aime beaucoup raconter. Parce que c'est une histoire je suis à la recherche permanente de ceux qui s'éloignent. Et des fois, Dieu nous aide à trouver. Une semaine avant Rosh Hashanah, dans le calendrier du consistoire, on a la cérémonie des déportés. Cette cérémonie, c'est une cérémonie très émouvante, mais aussi très angoissante. Moi, j'aime parler spontanément. Oui, je ne parle jamais avec des notes, parce que j'aime bien parler avec mon cœur. C'est une qualité ou un défaut, j'en sais rien, parce que des fois on peut se planter dans ce qu'on dit. Mais dans cette cérémonie, on doit parler, j'ai droit à 3 minutes 30, chrono. Donc là, on est obligé d'écrire, parce que 3 minutes 30 devant la télé, en direct, vous êtes obligé d'écrire. Et c'est le discours le pire, je n'arrive jamais à l'écrire. Je commence comme ça. Il faut le rendre 15 jours avant. Alors vous imaginez 15 jours avant, on n'a même pas l'adrénaline qui est là, vous êtes loin, vous revenez de vacances, vous n'avez pas envie d'écrire un discours. Hein. Bon, on écrit un discours. Mon approche du discours de la Shoah, c'est de dire
effectivement qu'on a un devoir de mémoire, on le dit, on le répète, il faut se souvenir du drame de la Shoah, mais souvent on oublie de dire qu'on a une responsabilité de faire vivre le judaïsme pour ceux qui sont partis. Et c'est ce que je répète toujours. Je dis, bon, c'est bien, mais c'est fondamental que tout le monde dise, on met des plaques partout, on doit se rappeler des noms, on doit se souvenir de qu'ils étaient là, etc. C'est très important. Mais à côté, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Enseigner à nos enfants ce qu'ils ont vécu. Bon, d'accord, c'est bien. Mais on doit enseigner à nos enfants ce qu'on a perdu. On a perdu des juifs et on a perdu du judaïsme. Et donc, nous, si on a une responsabilité par rapport à eux, c'est de faire vivre le judaïsme. Et je le répète toujours dans ces 3 minutes, c'est mon message, vous le redirez sous différentes formes, j'essaye de le redire différemment, mais c'est pour moi le message essentiel que j'essaie de redire. Ça, c'est un épisode, donc je fais ce message, je crois que c'était il y a 3 ans, et le jour de Kippour, j'aime tourner dans les synagogues. Je fais l'office de Shachrit dans une synagogue, ensuite Moussaf dans une autre. Dès qu'un office se termine, je marche un quart d'heure, une demi-heure, et je sillonne comme ça 7 ou 8 synagogues entre le soir et le lendemain. J'arrive à Nénéaïla de Kippour, donc la fin de Kippour. J'arrive à la synagogue, je me rapproche de la synagogue des Tournelles, c'est l'heure de la Nénéaïla, et j'ai un très vieux monsieur. Et ça, à chaque fois que je repense, je vois son visage vaguement. Un très vieux monsieur qui s'approche de moi et qui me dit, c'est vous qui avez parlé à la télévision la semaine dernière, vous êtes le président du Consistoire. Je lui dis oui. Il me dit, je regarde cette émission tous les ans, je suis juif, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Il devait avoir, je ne sais pas, 80 ans, un très vieux monsieur. Je ne l'ai jamais dit à personne, j'ai été un enfant caché. Et je n'ai jamais dit, et je ne sais pas ce que c'est qu'une synagogue. Vous avez dit qu'il fallait revenir dans les synagogues. Je ne sais pas, je lui dis, ça tombe bien, c'est Kippour, je vais à la synagogue, vous allez venir voir une synagogue avec moi. Vous voulez m'accompagner? On était vraiment pas loin des Tournelles, je commençais là. Il me dit, oui, je vous accompagne. On a échangé quelques mots, il m'a raconté en quelques mots un petit peu son histoire, mais surtout qu'il vraiment il ne faisait rien sinon d'écouter cette cérémonie. C'était son lien avec le judaïsme, c'est d'écouter cette cérémonie du dimanche matin. On est rentré à la synagogue des Tournelles, c'était vraiment presque l'heure de la Néhéla, donc il y avait des chants qui étaient là. Et quand on est rentré, il a vu cette ambiance, et j'ai vu cet homme se mettre à pleurer. C'est-à-dire, je crois que tout lui est ressorti. Il s'est mis à pleurer. Moi, j'ai été happé par le monde pour arriver jusqu'à la Théba, donc je le regardais, et puis je l'ai perdu de vue jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si vous entendez parler de cet homme, j'aimerais le retrouver. Parce que j'ai vu un homme, je l'ai vu dans son regard, j'ai vu dans les quelques mots qu'il m'a dit sur la route, qui a dû passer sa vie à rechercher cette étincelle qui était en lui et qui s'est rallumée au moment où il est rentré à la synagogue le soir de Kippour. Ça veut dire que des juifs comme ça, il y en a certainement plein autour de nous. Et si je tourne dans les synagogues, si je tourne dans la rue, mon principal bonheur, ça serait d'arriver à en récupérer quelques-uns. Je vous ai parlé de démographie, je vous ai parlé des combats que nous menons. Je crois que nous menons un combat, on est un petit peuple. Cette phrase, je l'ai dit je ne sais combien de fois, on est un trop petit peuple pour qu'un seul de nos membres nous manque. Et donc on doit se battre pour essayer de les récupérer tous. Et je crois que le travail que vous faites au Bnei-Brit, dans les différentes associations, institutions qui permettent, au-delà de la synagogue, qui concerne vraisemblablement les juifs qui ont l'identité la plus forte par rapport à la religion, il y a plusieurs formes d'identité. Notre identité elle est plurielle. Il faut simplement qu'on se raccroche à n'importe quelle facette de notre identité, et à tout moment, toutes les autres peuvent s'allumer.